Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir aux peuples, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. Je vis avec un mal dont je ne suis pas le porteur. Je vis avec un mal qui me donne de l'espoir. Atteint de l'albinisme, déficience intellectuelle, handicapé physique, malentendant, malvoyant, je suis dédaigné par la population. Exclusion, désaffiliation, je suis exclu de la société. Ils disent que je suis différent d'eux. Discrimination, marginalisation, je vis en marge de la société. Je suis la risée de la société. Stigmatisation, ségrégation, je proteste contre les travers de la société. Je refuse ce mode de vie. Inclusion, insertion, nous promouvons l'alphabétisation, l'éducation inclusive, l'accès aux infrastructures, l'accès aux services sociaux pour les personnes vivant avec un handicap, la création d'un système distributif pour réduire la pauvreté, la reconnaissance du travail non rémunéré, la réduction du chômage à longue durée, la valorisation de l'égalité pour toute la communauté. Je suis différent d'eux. Le handicap n'est pas une fatalité. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. Hello everyone and welcome to Bonjour à tous et bienvenue à cette session de Rise Africa 2022. Je suis Rachid Kata de Our Future Cities. Notre session aujourd'hui est intitulée La conception pour l'innovation, la créativité à l'avant-garde des solutions de logement, d'espace public et de mobilité. C'est assez dense, mais on va essayer de creuser tout ça aujourd'hui. Avant d'entamer notre session aujourd'hui,
Je vais vous faire une très brève introduction de notre organisation avant d'accueillir les intervenants et leur présentation. On a juste un petit problème technique, si vous voulez bien me donner quelques minutes. Donc, comme je l'ai mentionné, notre organisation s'appelle Our Future Cities et nous croyons fermement que nos villes ont un rôle à jouer dans la création d'un meilleur monde pour tous. Je vais très brièvement parcourir notre manifeste. Notre objectif est de reconstituer les villes de demain, donner une nouvelle forme aux villes de demain en cultivant les opportunités de répondre aux défis urbains. Nous créons des villes qui fonctionnent pour tout le monde en incorporant dans tout ce que nous faisons et en étant pionniers de ce que nous faisons. Nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises, les communautés et les individus. Nous comprenons que les solutions que nous allons proposer nécessitent de travailler à travers différentes disciplines, dimensions et à différentes échelles. Il s'agit de savoir comment nous nous impliquons dans une transition juste, progressive, étape par étape. Nous transformons les espaces, mais également les états d'esprit. Nous reconceptualisons les systèmes, nous modifions les règles et nous développons des plateformes. Je voulais vous donner un aperçu de certains projets que nous avons réalisés par le passé dans les espaces publics, dans les collaborations expérimentales en termes de mobilité et des festivals auxquels nous participons comme Rise Africa, où nous réfléchissons à des logements plus abordables, à de nouvelles manières d'impliquer le secteur privé et les gouvernements. Parfois, cela passe aussi par des expositions et j'espère que nous aurons l'opportunité de travailler à la fois physiquement et comme aujourd'hui virtuellement dans différentes villes. Juste pour vous rappeler que nous sommes aujourd'hui à la session de 15 heures et que cette session du festival est au croisement des trois points clés: créativité, prise en main et urgence, les thèmes de cette session. Aujourd'hui, nous parlons de hébergement, d'espace public de mobilité. Nous travaillons avec des architectes, l'évolution de partenariats avec les villes. Donc, nous nous penchons vraiment sur toutes les possibilités, pas seulement les projets concrets. Mercredi, on parlera des investissements et demain de la gestion des déchets. Donc, pour cette même session de 15 heures. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir des financements? Mercredi, on aura des intervenants de différents horizons. Je ne sais pas si vous avez participé à 12 heures. Vous avez eu l'opportunité d'écouter une présentation et vous aurez l'occasion à 18 heures de rejoindre à nouveau ces intervenants pour une session plus détendue, pour débriefer de la journée, poser vos questions avec les 4 orateurs principaux de la journée.
Juste quelques points logistiques avant que nous lancions la session. Merci de vous assurer que votre micro est fermé, sauf quand vous intervenez. Avant d'intervenir, si vous avez des questions ou des commentaires, merci de lever la main pour qu'on vous donne la parole. Cette session est enregistrée. Ne vous inquiétez pas, l'enregistrement sera édité et sera mis en ligne d'ici une semaine ou deux. Ce serait bien si certaines des idées que vous partagez dans nos réseaux sociaux comportaient le hashtag Rise Africa 2022. Si vous le voulez bien, Rise en capital, en lettres capitales. Et vous pouvez également utiliser le hashtag Creativity Agency Urgency dans vos publications sur les réseaux sociaux. Et si vous avez également du temps, merci de compléter l'enquête, notre petit questionnaire sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez le remplir, pas forcément aujourd'hui, peut-être mercredi si vous voulez avoir un aperçu de tout le festival. Ça prend seulement 2 minutes. Pour revenir sur notre sujet aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont nous vivrons différemment à l'avenir, comment nous nous déplacerons différemment. Et pour cela, je vais présenter les premiers intervenants d'aujourd'hui. Antonia Chiara, la première intervenante, juste pour vous rappeler qu'il y aura du temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, si vous voulez inscrire vos questions dans la fenêtre de conversation, on va d'abord entendre tous les intervenants et ensuite on prendra les questions et commentaires. Antonia Chiara est la maman de 2 garçons. Elle vit à Nairobi et elle travaille comme consultante en design pour créer des produits qui font une différence. Elle a passé ces dernières années à repenser l'alimentation et le logement dans le contexte des changements climatiques. Elle travaille à faire le lien entre les agriculteurs et le public pour qu'ils puissent proposer directement leurs produits aux consommateurs. Antonia Chiara est impliquée dans des solutions alimentaires et de logement pour rendre l'Afrique plus verte dans ses choix économiques, mais également dans sa vie quotidienne. Antonia Chiara, bienvenue. Nous avons hâte d'entendre comment vous faites usage de votre créativité dans votre travail. Merci beaucoup, Rachik. Est-ce que je peux partager mon écran? Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici. Je suis vraiment contente de présenter ce projet sur lequel je travaille depuis 6 ans maintenant, je crois, rechercher un produit que nous avons conçu. Donc, c'est une brique dans l'objectif d'avoir des bâtiments plus durables. Donc, les villes grandissent de manière exponentielle depuis ces dernières décennies. Elles vont continuer à s'accroître considérablement. La plupart des citoyens vivent dans un contexte urbain aujourd'hui. Les villes viennent d'un besoin, en tout cas pour Nairobi, de la part des colonisateurs, de loger leurs travailleurs. Donc, la question était de savoir comment est-ce qu'on peut instiller de la durabilité dans le contexte africain, dans les villes africaines. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le concept de ville en lui-même n'est pas vraiment africain, parce que la manière dont on aborde le travail et les modes de vie est très différent. On n'aurait pas construit des villes telles qu'elles sont aujourd'hui si ce n'était que pour nous.
Mais ces villes qui sont l'image du capitalisme vont continuer à grandir et bien sûr, si on n'améliore pas les bâtiments, nous allons avoir encore plus de difficultés par rapport au changement climatique. Je me suis inspirée des Kikuyu dans cette création. Je suis moi-même Kikuyu, mais je n'ai pas grandi. Pardon, vous êtes sur la slide, sur la diapositive 9. On voit votre diapositive 9. Excusez-moi de vous interrompre, mais je ne sais pas si vous vouliez commencer par la première diapositive, mais on voit la 9e. Alors, je vais relancer la présentation. Oui. Est-ce que vous voyez la première diapositive maintenant? Oui, oui, oui. OK. Deuxième diapositive. Sur les villes? OK. Donc, comme je disais, mon inspiration vient principalement de la culture Kikuyu, dont je n'avais aucune connaissance. C'était intéressant pour moi, d'un point de vue personnel, de me reconnecter avec la culture de mes ancêtres et leur mode de vie. En faisant ces recherches, je me suis rendu compte que cela ne relevait pas seulement de la culture Kikuyu, mais de toute la culture autochtone et de toute la culture africaine qui avait des valeurs communes et similaires. Ces valeurs sont des boucles économiques étroites, une culture du partage, notamment dans l'agriculture, l'utilisation de matériaux locaux, le minimalisme. Les gens n'avaient pas une culture consumériste et également une économie de partage. Donc, voilà les valeurs que j'ai souhaité adopter et m'approprier et inclure dans ce bâtiment. Donc, il s'agit d'un bâtiment qui est construit pour les jeunes bien sûr, nous avons voulu créer des logements pour les jeunes parce que la population africaine est prédominante et à majorité jeune. Ensuite, nous avons réfléchi à un bâtiment durable. Bien sûr, il faut réfléchir aux matériaux, à l'usage des matériaux, la conservation. Donc, nous avons utilisé des matériaux naturels. Nous avons aussi choisi d'intégrer beaucoup de lumière. Nous voulions également que l'aspect visuel soit très moderne. Il y a beaucoup d'espaces de sociabilisation également, des espaces de partage, encore s'inspirant de la culture Kikuyu. Je vais donc faire un petit parallèle entre les appartements de quarter acre et la culture Kikuyu. Dans la culture Kikuyu, les échanges étaient principalement faits avec les voisins. Donc, les voisins et les membres d'une communauté, tout le monde faisait attention à ce que les autres aillent bien et puissent commercialiser ensemble. J'ai donc sur le niveau de Plain-Pied, le rez-de-chaussée, il y a un centre communautaire avec des services. On s'est rendu compte que si les gens voulaient vendre leurs produits, leurs services dans aux personnes vivant dans les appartements, cela représentait une clientèle de 400 personnes à peu près. Donc, on envisageait les gens pas seulement comme des locataires, mais comme une communauté qui vivait ensemble dans ces appartements. Nous avons également souhaité intégrer l'achat partagé, l'achat alimentaire groupé. Cela encore se base sur l'approvisionnement en aliments de la culture Kikuyu. Les gens partageaient la nourriture. Donc, cela, de notre côté, permet
d'avoir un achat groupé qui rend les achats moins chers pour les personnes qui vivent dans le bâtiment. Nous avons voulu aussi nous assurer qu'il y ait des zones de partage, d'échange, et nous sommes concentrés sur ces espaces sociaux. Pendant le confinement, on s'est rendu compte à quel point c'était important d'avoir des possibilités de se réunir, des espaces pour se réunir, et c'était vraiment un défi de faire en sorte que le bâtiment soit rentable tout en ayant un rez-de-chaussée et un toit terrasse qui soient des espaces partagés. Donc, on a un espace buanderie, une gym, une zone barbecue, il y a un club, un cinéma également qui peut être utilisé pour des présentations et un espace de travail partagé. C'est ce que on a envisagé aussi. C'est vrai que le confinement nous a incité à créer ces espaces pour avoir une vraie vie en fait dans ce bâtiment. On voulait aussi qu'il y ait un espace extérieur, que l'extérieur soit mis en avant. Donc, encore une fois, pour les Kikuyu, l'espace extérieur qui s'appelle Nja, c'est là où la vie a lieu. Donc, on a vraiment voulu créer ce concept intérieur-extérieur où l'extérieur s'invite dans l'appartement, pas seulement avec des balcons. On a remarqué que dans les villes, les balcons sont peu utilisés parce qu'ils n'apportent pas vraiment et ce n'est pas vraiment un espace privatif, mais là, nous avons créé des portes qui s'ouvrent et vous pouvez avoir un petit jardin intérieur. Nous avons également sourcé nos matériaux de construction au niveau local et nous avons également utilisé des matériaux recyclés dans un cycle, donc un cercle qui est fermé finalement. Il y a également des vélos et des véhicules électriques. Nous voulions aussi que les gens puissent partager leurs outils, leurs ressources. Et c'était important pour nous. Donc, qu'est-ce qui fait de ce bâtiment un bâtiment durable? Eh bien, les villes fait de plus en plus chaud. Donc, les plantes nous aident tout autour du bâtiment à maintenir la température du bâtiment assez fraîche. Nous avons également amélioré la qualité environnementale en intérieur avec des peintures mieux au niveau environnemental. Nous avons également des appareils électroménagers qui consomment peu. Nous recyclons l'eau. Nous utilisons à 80% des matériaux locaux et recyclés. Donc, encore une fois, nous réutilisons des déchets. C'est un cercle fermé, un circuit fermé. Nous avons essayé de minimiser le transport lorsque nous avons fait venir les matériaux et les produits pour réduire encore notre empreinte carbone. Et puis, dans notre conception, nous avons été minimalistes. Nous n'avons pas, par exemple, conçu trop de petits recoins dans les chambres et les cuisines. Nous avons pas mis de poignées. On a essayé d'avoir moins de chaque chose et avoir une approche vraiment plus minimaliste. Et nous nous sommes demandé pour chaque produit, pour chaque élément, quel était leur processus de fabrication et nous avons choisi ceux qui utilisaient le moins d'énergie, comme par exemple les briques en terre. Je pense qu'en ce qui concerne les bâtiments durables, ce sont les matériaux qui font vraiment la différence pour les architectes, les designers, les constructeurs. Nous avons utilisé des briques en terre, nous avons utilisé des briques de Tetra Pak, mais également des nous avons utilisé aussi de la laine pour ce qui n'est pas structurel, mais pour l'isolation, et puis
des bouteilles en plastique, des conserves, et puis nous avons aussi du verre recyclé, du bois recyclé et des déchets de ciment. Donc 80% des matériaux sont recyclés, réutilisés. Lorsque nous avons pensé au bâtiment, nous avons également gardé en tête les consommateurs. Les gens sont préoccupés par les changements climatiques, mais ils n'ont aucune idée de par où commencer pour avoir un mode de vie plus vert. Nous avons donc voulu nous adresser à ces personnes qui souhaitent avoir une vie plus écologique, mais tout en leur permettant de, en vivant dans ce bâtiment, avoir une empreinte carbone plus faible, limiter les déplacements, permettre aux gens de travailler à distance dans le bâtiment avec des bureaux, le fait d'avoir aussi une communauté autour où ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin, et puis les véhicules partagés, les vélos, les voitures, et puis un bâtiment bien sûr qui consomme moins. Cela fait vraiment une différence. On fait également la promotion du minimalisme comme mode de vie. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace de rangement, donc lorsque vous prenez possession de ce logement, vous avez déjà fait un choix pour un mode de vie différent. L'objectif et l'innovation vraiment, c'est de combiner le logement avec l'alimentation et de considérer ce bâtiment comme une communauté. L'agriculture et l'alimentation contribuent à 70% au changement climatique. Donc, je pense que si cela était répliqué, si cette approche était répliquée à large échelle, cela ferait une vraie différence. Je pense qu'on ne devrait pas séparer le logement de l'agriculture. Si on commence à se pencher sur ces questions-là, demander aux développeurs, même aux constructeurs, lorsque on a un bâtiment qui s'adresse à des milliers de personnes, des centaines de personnes, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre des cultures autochtones, des cultures kikuyu. Donc oui, nous, pour la cuisine, nous avons des biogaz et les déchets organiques sont réutilisés. Les déchets organiques, nous en produisons tous les jours. Donc, je pense que c'est une ressource extraordinaire et c'est vraiment avec le biogaz une opportunité pour nous d'avoir un mode de vie plus vert. Nous voulions également quelque chose qui soit possible de reproduire à large échelle. Parce que si on avait un bâtiment qu'on ne pouvait reproduire que 2 ou 3 fois, ce ne serait pas intéressant. On veut pouvoir en créer énormément. Je pense que l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est de trouver les architectes qui nous suivent, qui croient en cette capacité à créer des bâtiments durables. Le marché n'est pas prêt. Je pense donc qu'on doit, à travers le design, prendre les devants et réorienter le marché, et on peut réadapter et élargir à grande échelle à travers l'Afrique cette philosophie. Je crois qu'on doit s'engager à utiliser notre créativité pour concevoir des choses qui soient jolies. Si vous regardez le bâtiment Quarter Acre, c'est agréable à regarder. La créativité n'est pas une limite. On doit se limiter aux matériaux qu'on a au niveau local, plutôt que de se tourner vers des importations de luxe pour rendre nos bâtiments plus légers. Le recyclage et la réutilisation, c'est quelque chose de très africain. Il y a beaucoup de décharges autour des villages et je crois qu'on a cette habitude malheureusement d'acheter, d'utiliser, de jeter à travers le monde, mais en Afrique, on a cette culture de la réutilisation et je crois que c'est quelque chose qui devrait se répandre et que l'on devrait mettre plus en avant. Bien sûr, les déchets organiques et les déchets de construction sont partout présents. Il faut en tirer parti, mais
il relève de l'industrie du bâtiment de collaborer dans ce sens pour mettre ça plus en place. Bien sûr, l'énergie solaire en Afrique, on a la chance de pouvoir vraiment se reposer sur l'énergie solaire. On a également une capture des eaux de pluie et ce que l'on veut, il y a tellement de choses dont on n'a pas besoin. Donc, cette approche minimaliste, c'est réduire aussi notre mode de consommation et cela passe également par le partage de nos ressources. Et ça peut nous aider à avoir un mode de vie plus durable, avoir besoin de moins, ne pas essayer de continuer à mettre à jour, réactualiser, changer les choses, mais plutôt se tourner vers des éléments durables. Et je pense que c'est une manière plutôt élégante dont nous avons créé cela. Le studio coûte 3,8 millions de shillings, donc nous sommes restés dans une fourchette de prix assez raisonnable. Et puis inclure l'agriculture urbaine. Bien sûr, je crois que le logement et l'agriculture doivent avancer main dans la main. Voilà, c'est tout pour maintenant. What? Okay. Okay. Donc, Can everyone hear me now? est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça fonctionne? Ne faites pas confiance à vos oreillettes. Merci beaucoup, Antonia, de nous avoir rappelé que les ressources, c'est quelque chose d'important. Et comment l'intérêt, c'est qu'il il faut changer notre façon de vivre, où on va habiter. Et notre intervenant suivant, c'est Jacobs, qui est l'architecte de 1676 en Afrique du Sud, qui va nous parler du centre de Soweto. Et il est le fondateur principal des architectes C76. Et en 2014, il a obtenu son diplôme de l'Université de Free State et le travail de C76 est très important, c'est quelque chose de très important qui nous inspire et c'est un lien très important avec les valeurs et les idées partagées par Antonia aussi. Et son travail se concentre sur les stratégies, en se concentrant sur les besoins, la culture et l'environnement. Et pourquoi on a besoin d'architectes? Merci beaucoup d'avance, Carl. Et vous pouvez maintenant partager votre écran et commencer la présentation. Est-ce que tout le monde voit? Oui, oui, merci bien. Merci. Je voulais juste vous remercier de cette opportunité de me permettre de parler de Soweto. C'est un projet Soweto qui me... The community aspect of what we did in Soweto. So thank you for the opportunity to share this. I just want to basically tell you, just to orientate everybody where this project is situated.
ce projet, voilà où se situe ce projet. C'est dans le cercle là-haut qui montre le pont Nelson Mandela. Et, et c'est pour ça que ça s'appelle Soweto Southwest Township, donc le township du sud-ouest. Et vous voyez le stade, vous voyez, on traverse tout ça et, et on passe par Queenstown de Soweto. Et, on trouve le Shop Soweto à les installations environ 1 kilomètre de les tours, une petite histoire du projet. C'est cet endroit qui a commencé en 2010 pour l'Afrique du Sud. Et ça, c'est l'image actuelle, mais pour montrer le- le- la chose, c'est avec Soweto écrit en blanc. Et ça, c'est ce qu'on voit. Et c'est également la raison principale pour laquelle on a changé cette installation pour qu'elle devienne plus, qu'elle fasse plus partie de la communauté parce que les gens ne voyaient pas, en fait, ils voyaient juste un bâtiment au fond. Donc, on a augmenté tout ça pour que on a déplacé tout ça et ça, c'est l'élévation qu'on voit derrière et c'est lié à droite le bâtiment vert qui est devenu le centre de tout la conception. Il fallait connecter tout ça à la communauté de Soweto. Donc, on a enlevé ce bâtiment vert euh, et donc, ça a ouvert les installations et donc les gens pouvaient voir vers l'intérieur. Et ça, c'était plus important. Et ce qui était important aussi, c'était un endroit qui n'avait pas d'arbres, qui était assez désertique. Et donc, il fallait faire un peu d'architecture paysagère. Et nous, on reconnaît l'importance dans ce projet euh, de, tout le monde a été impliqué et nous, on s'est concentré sur ce projet à Soweto. On ne voulait pas faire quelque chose qui ne faisait pas lien avec la communauté immédiate proche. Et donc, tout le plan, la conception, c'était centré sur Soweto. Et vous voyez toutes les couleurs qui sont utilisées, qu'on a servi, on est parti pour faire ça, des toits, de la couleur des toits pour tout le projet. Et on a fait beaucoup de recherches au début, on a parlé beaucoup aux jeunes, et, et on avait beaucoup d'objectifs parce que notre client voulait que l'installation soit juste pour le football et nous, on voulait que ce soit quelque chose de plus inclusif pour qu'on puisse pratiquer davantage de sport, pas uniquement le foot. Et il y avait beaucoup de questions, on a eu beaucoup d'informations de la part des jeunes sur ce qu'ils voulaient. Mais la chose la plus importante, c'était que les jeunes filles, aussi des garçons également, et qui voulaient aller quelque part. Ils voulaient aller quelque part quand les deux parents travaillaient et ils voulaient qu'ils pouvaient jouer, être actifs, pas uniquement dans les rues, parce que à Soweto, il y a beaucoup de taxis, beaucoup de circulation et ça peut être assez dangereux d'être dans les rues. Donc, ils voulaient un endroit où ils pouvaient faire quelque chose de façon un peu plus soutenue. Et donc, ils voulaient un projet qui soit fondé sur la communauté. Ce qui est très important également, que tout comme Antonia l'a mentionné, et ce qu'il fallait, il fallait des matériaux qui durent et il fallait utiliser, nous on a dû utiliser beaucoup de béton, etc. Mais on voulait quelque chose de différent. Donc on a fait beaucoup de recyclage et donc il y avait déjà beaucoup de recyclage à Johannesburg, mais je voulais vraiment m'éloigner un petit peu du béton. Mais ce n'est pas évident de trouver quelque chose de durable qui pouvait durer quand même, parce que le béton, en fait, c'est génial parce que ça dure. Mais et quand on a beaucoup de gens partout, et donc on a fait pas mal de recherches pour voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, et on a dû quand même ajouter beaucoup de ciment malgré tout.
et pour que ça se casse pas, en fait, pour que ça dure éternellement. Et donc, et Nike avait beaucoup de matériaux qu'ils pouvaient utiliser. Et donc, pour le caoutchouc recyclé, les tuiles recyclées, ils avaient beaucoup de matériaux innovants qui avaient été recyclés. Donc, en fait, je veux me concentrer essentiellement très rapidement, mais c'était un énorme projet avec l'idée, c'était vraiment tout ce qui était social. Et ce que vous aviez vu, c'était le vert qui était le, le focus principal. Je vais me concentrer sur tout ce qui est social. En fait, l'étendue du projet, c'était, pour vous donner une idée, c'est ce que vous voyez en haut de l'écran. C'est la piste d'athlétisme, c'est tout autour, il y a beaucoup d'entreprises et il y a pas mal de verdure, il y a beaucoup d'arbres aujourd'hui aussi. Et donc les gens peuvent se coucher sous les arbres et regarder leurs amis qui prennent part dans les compétitions et les entraînements. Et ça, c'était dans le projet, ce qu'il y avait, c'était beaucoup de paysages à faire, il fallait organiser tout le paysage parce que à Soweto, il n'y a aucun endroit qui soit vert ou qui soit un parc où les enfants peuvent aller pour jouer. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous de faire ça. Et comme vous voyez ici, tout ce qui était, beaucoup de gens, on a fait beaucoup de recherches. Il y avait d'endroits où les gens pouvaient faire autre chose également. Et ce qui est important également, c'est le stade de foot. Ça, c'était quelque chose qui existait déjà. Il fallait juste organiser un endroit pour que les joueurs puissent s'asseoir, par exemple, et également les spectateurs. Et également, il y a le côté social qui est qui comprend vraiment toutes les activités. Et vous voyez sur l'image 3, vous voyez avec le parc de skateboard et les kiosques différents et beaucoup d'autres choses. Donc, vous voyez à côté, vous voyez tout l'intérêt, vous voyez tout ce qu'on voit actuellement quand quand on arrive et qu'on voit l'ensemble. Ça, c'est un plan qui est également important sur tout cet endroit social. On a vraiment lié tout cela et fait que toutes ces installations soient reliées à la communauté parce que c'est très important pour eux pour pouvoir y aller. Et puis, vous voyez dans les diapos suivantes, vous verrez qu'il y a d'autres installations et vous verrez toutes les activités avec les enfants qui jouent, les enfants qui s'occupent. On a changé l'entrée et pour que à partir du parking pour que l'entrée principale soit visible et que tout le monde puisse voir cette chose. Et c'était très intéressant. La chose principale pour nous, c'était d'enlever ces hauts murs qui étaient tout autour parce que en Afrique du Sud, il y a beaucoup de murs en fait, mais nous, ce qu'on voulait, c'est il fallait faire il fallait convaincre, etc. Parce que pour des questions de sécurité, ces murs étaient importants, étaient faciles. Mais nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est des murs assez bas et pour que les gens puissent voir l'endroit et que ce soit pas vraiment derrière ces énormes murs. Donc, vous voyez également l'endroit de skateboard. Vous verrez que Soweto, c'est uniquement pour le foot et vous pensez que c'est le sport principal. Mais le skateboard est extrêmement populaire à l'heure actuelle et cet endroit est très utilisé. Vraiment, skateboarding. Le skateboard, c'est vraiment quelque chose de très, très populaire à l'heure actuelle. Donc, nous, on a fait pas mal de recherches au sein de la communauté et on a mis en œuvre tout cela. Et tout autour de cet endroit, il y a également le basket, il y a des kiosques tout autour où les gens vendent
des produits alimentaires qui sont produits par tout ce qui est biologique et une agriculture très précise. Et parce que les gens se sont renseignés également sur tout ce qui était l'alimentation, ce qu'ils pouvaient manger, ce qu'ils devaient manger. Donc nous, on a fait un jardin potager tout autour. Et ça, c'était comme ça, les gens qui vendent de la nourriture et des produits les puisent là-dedans. Donc, à cause de la COVID, nous avons ce projet qui a commencé en 2019, il est allé jusqu'en 2021, parce que à cause de la COVID, on a eu des coupes budgétaires, évidemment, et donc on a dû sacrifier un petit peu tout ce qui est paysager, parce que c'était pas vu comme quelque chose de principal, mais c'est un peu plus petit que ce qui était prévu. Mais donc, il y a également des choses pour que les gens de la ville puissent profiter un peu de ces endroits. Et c'est vraiment, il y a également une salle de sport et il y a également donc ce terrain de cross qui est très intéressant. Et ça, c'est très important pour la communauté de Soweto. Donc, on introduit le sport qui va vers les gens parce que ça permet d'avoir une meilleure vie. Et donc, mais l'idée de la durabilité, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Et on n'a pas utilisé, on a utilisé beaucoup de choses qui se trouvaient dans le coin. Et on a en fait impliqué la société de Soweto pour qu'ils soient impliqués dans le projet et pour qu'ils comprennent. Tout le monde était très actif. On a amené les gens de la communauté de Soweto pour qu'ils se sentent concernés vraiment. Donc, ce qui est intéressant quand on passe, c'est on voit cette espèce de toit qui est c'est ce qu'on voyait en haut, c'est ce qu'on voit en haut de l'image. En fait, toute cette installation devait donc, parce que Nike, c'est une marque très connue dans le monde. Donc il fallait faire quelque chose qui soit assez osé et qui soit nouveau également. Et donc, ce toit devait être quelque chose d'utile et les résultats devaient être remarquables. C'est coloré, mais on a fait beaucoup de recherches pour savoir comment ce toit pouvait en fait donner de l'ombre réellement. Et il a fallu trouver des façons, et il fallait faire entrer l'idée de tout ce qui était africain dans ce toit. Et donc, on a utilisé beaucoup d'éléments de Nike on a travaillé au niveau des triangles et on les a mis en œuvre dans le modèle de ce toit, la forme de ce toit. Et on a créé des tuiles qui pouvaient donner de l'ombre quand il faisait vraiment très chaud. On a aussi utilisé des arbres qui pouvaient pousser par ce toit également. Et on a fait pas mal de recherches dans ce domaine pour essayer de trouver comment on pouvait avoir de l'ombre autant que possible et deux couches d'ombre en fait entre le toit et les arbres et la végétation. Donc quand on se promène dans ces endroits, comme vous le voyez sur l'image, ce qu'on voit, c'est que on a ce mouvement qui mélange Nike, la durabilité et la technique. On ne voulait pas utiliser quelque chose de spécifique, on voulait quelque chose qui soit unique pour ce projet et qui ne fasse pas, qui ne mette pas le doigt sur une seule communauté. On voulait que ce soit plus général et voilà. Donc, ce qu'on a, c'est des kiosques. Là, vous les voyez ici. Ce sont la façon dont les gens peuvent vendre de la nourriture, vendre des produits. Et ces kiosques devaient être sécurisés pour qu'ils puissent s'ouvrir et puis ça pouvait fermer, ça pouvait fermer, ils pouvaient ouvrir. Les gens pouvaient passer du temps ici le week-end et se parler et créer quelque chose qui soit social
Et pendant les week-ends, par exemple, quand les gens ont le temps, voilà ce que là, vous voyez le nombre d'arbres et vous voyez vous voyez les taxis, et il y a des ascenseurs et ça permet de rentrer, de voir un peu ce qui se passe dans la communauté. Et vous voyez que tous ces des studios, des endroits où on peut faire de la boxe, des endroits où on peut faire d'autres sports et vous voyez que tout s'ouvre et il y a des arbres partout et vous voyez les arbres qui passent par les toits et ça c'est très intéressant parce que ça permet, mais vous pouvez également voir le ciel et ça c'est la façon dont ça a été fait pour la conception est très intéressante. L'image en dessous, ça montre le toit et là vous voyez l'image générale de la façon avec comment ça procure de l'ombre, etc. Et la structure et le côté ingénierie qui est intéressant, qui a été mis dans ce toit et qui est quelque chose de très important. Ça, c'est juste une autre section euh, à partir de l'entrée principale et c'est pratiquement à gauche. Par exemple, vous voyez l'entrée principale telle qu'elle est et vous voyez le toit qui fait de l'ombre et ensuite vous voyez comment on peut monter et comment on peut entrer de façon vraiment visible dans cet endroit et vous voyez les kiosques au fond et puis les arbres bien entendu. À droite en bas sur l'image, vous voyez l'ombre qui passe par le toit là, tel qu'il est prévu et vous le voyez sur le sol, vous voyez les triangles et donc l'utilisation de ce matériel était très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas fréquemment, mais on avait ce lien en fait entre ce qu'on voyait en haut, c'est un produit qui n'est pas vraiment reconnu. Donc, on voulait avoir ce lien entre ce que les gens qui avaient avant, alors qu'ils étaient vraiment pas vraiment, c'était vraiment la partie de la société la plus ignorée. Et on voulait qu'ils aient ces matériaux qui sont vraiment des matériaux innovants. Et là, ce que vous voyez, c'est que ce que vous voyez également, c'est ici l'utilisation pour le skateboard. Et ça, vous voyez que ça a été utilisé par un champion olympique qui a utilisé ces endroits pour travailler ça. Il n'y a que 2 personnes qui participent au jeu avec ça. Et c'est un processus très intéressant. Ce qui est très intéressant également, c'est que les personnes qui l'utilisent mais ont du mal à trouver un créneau parce que c'est très, très utilisé pendant la journée et en particulier le week-end. Mais c'est vraiment très bien pour les gens qui ont prévu ce projet de voir à quel point c'est utilisé. Et chaque espace a été activé. On peut tout faire, mais donc, il faut absolument que ce soit vraiment maintenu et que les gens l'utilisent. Et donc, il y avait des personnes spécifiques qui s'assuraient que tout soit utilisé. Et il y avait des personnes qui étaient spécialisées en skateboard, en football, etc., pour nous donner des conseils et s'occuper de ce genre d'installation pour qu'elle ce soit une réussite. Et voilà rapidement à l'intérieur. Donc, l'intérieur, donc ça c'était l'ancienne entrée et on a tout déplacé de ces installations vers le bas, en fait vers le rez-de-chaussée, et on a changé les vestiaires et donc des joueurs de foot, par exemple, le premier étage est devenu salle de boxe, salle de fitness, etc. Là où les gens voulaient de la technologie, voulaient utiliser les ordinateurs, ils voulaient tout ce qu'on peut utiliser pour imprimer les choses, tout ce qui est technologie moderne. Et le premier étage, c'est en fait
une autre partie, et ça, c'est ce que vous voyez à l'intérieur. Donc, à droite en haut, vous voyez que vous voulez toutes les installations triangles. Ensuite, vous voyez les deux salles. Et ensuite, vous voyez tous les artistes qui ont été impliqués là-dedans pour faire. Et donc, on a utilisé un artiste qui écrit des livres et des légendes de Soweto, et ça fait partie de la communauté. Et on retrouve ça comme réalisation. On est très fiers de cette installation parce qu'on voit que c'est utilisé et on voit que c'est quelque chose qui est vraiment une très, très belle installation pour toute la communauté de Soweto. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de choses à dire en relativement peu de temps. Et donc, si vous voulez, si vous voulez le faire maintenant, c'est très bien. Et il y a des aspects qui sont typiques et ce serait vraiment très bien. Je vais demander à mon équipe parce que c'est intéressant d'intégrer les communautés et pour que les sociétés ne soient pas, se sentent pas spécialisées et que les architectes, voilà la propriété. Donc, je crois que la chose la plus importante, c'est que la communauté sente ça lui appartient. On va maintenant voyager jusqu'au Kenya et on va entendre la présentation de Moses Nderitu, qui est responsable des revenus à Basigo au Kenya et en charge de la stratégie directive sur l'électrification du Kenya et le paysage et la réglementation des transports au Kenya. Il apporte de nouvelles techniques pour permettre aux entreprises d'apprendre et d'avancer. Il est également à l'origine d'une initiative pionnière et il identifie les approches innovatives pour améliorer les entreprises. Moses est également un passionné de moto et il a voyagé du Kenya à l'Afrique du Sud. Merci Moses de nous avoir rejoints et de partager avec nous un peu plus sur le secteur de la mobilité électrique et l'avenir de ce domaine dans les années à venir. Si vous voulez partager votre écran, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est un plaisir de faire partie de ce panel. Nous avons entendu des présentations très intéressantes avant moi. J'espère que je vais leur rendre justice avec ma présentation. Basigo est une entreprise dont l'objectif est d'électrifier les transports urbains et à travers le pays, les transports publics. Et je vais également vous parler de nos possibilités de financement. L'une des choses que nous avons apprises du COVID, c'est que nous étouffons à cause des émissions des véhicules. Mais c'est seulement pendant pendant ma jeunesse, on pouvait voir le mont Kilimandjaro, mais depuis que je suis adulte, on ne le voit plus à cause de la pollution à Nairobi. Et c'est seulement pendant le confinement qu'on a réussi à le voir. Il y a en Afrique plus d'1 million de bus qui roulent au diesel et c'est pourquoi l'Afrique étouffe. Il y a la part de marché du diesel représente plus de 17 milliards
de dollars. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de rendre nos bus électriques? Pas seulement en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on utilise 50%. Au Kenya, 92%. Le prix des bus électriques a considérablement chuté et est en dessous des 50% depuis ces 10 dernières années. C'est une autre des raisons pour laquelle nous devons électrifier nos transports, mais aussi parce que nous avons un réseau électrique en Afrique de l'Est qui est déjà sourcé à 70% avec des énergies renouvelables. Et cela va et donc, si cette énergie n'est pas utilisée, vous devez la payer. Même si on crée un nouveau bus électrique par an, en comparaison, on va économiser 57 tonnes de CO2 par an. D'un point de vue économique, le bus diesel coûte $2000 par mois en diesel que nous devons importer, alors qu'un bus électrique ne coûtera que $440, qui est en plus généré au niveau local. C'est le cas pour les transports publics électriques, mais il y a également le fait que les bus électriques n'émettent aucun carbone. Il y a environ 15 000 bus au diesel à Nairobi pour 270 licences que nous appelons SACOS. C'est à travers cette réglementation que le gouvernement gère la flotte de véhicules. Donc, certains des SACO comptent jusqu'à 250 bus dans leur flotte. Mais ils doivent avoir au moins 30 bus. Et ce bus va donc, au cours de sa vie, rouler un certain temps. Ensuite, les propriétaires vont remplacer les bus après 6 ans en général. Ils sont donc remplacés. Cela représente 1500 nouveaux bus achetés chaque année à Nairobi. Donc, ça fonctionne de la manière suivante. Un chauffeur va aller chercher le bus entre 5h et 6h le matin et il va faire son trajet à travers la ville ou de la ville à une banlieue en dehors de la ville. À peu près, il va parcourir 20 à 30 km et il va faire ce trajet toute la journée en boucle et il va conduire environ 250 km sur la journée. Pendant ce temps, les conducteurs vont recueillir de la part des passagers les tickets, l'argent pour pouvoir emprunter le bus. Ensuite, le soir, le conducteur rapporte le bus entre 10h et 11h et il doit être le plein doit être de nouveau fait. Et on va retirer la caisse. Ensuite, les stations de carburant accordent un parking gratuit la nuit pour les chauffeurs de bus. Maintenant, si on se penche sur les bus électriques, quels sont les obstacles? Le premier est le design. Les bus électriques actuels ne sont pas adaptés aux villes africaines. Deuxièmement, la possibilité d'assembler le véhicule au niveau local, parce que si on ne l'assemble pas au niveau local, on va
avoir des taxes très importantes à payer. Ensuite, il faut également prendre compte le coût des batteries qui est très élevé en tant qu'investissement. Donc, c'est un des obstacles majeurs à l'adoption des véhicules électriques. Ensuite, on manque d'infrastructures de chargement. Donc, il faut résoudre ce problème. Et enfin, il faut également s'attarder sur la question de la maintenance. Si on a un beau bus, il faut qu'on puisse le maintenir, le réparer au niveau local. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de l'inclure sur le marché. Et je vais maintenant parcourir avec vous les solutions que l'on a trouvées. Dans le projet que nous menons actuellement avec 2 bus, chaque semaine, nous avons un entretien avec notre partenaire chinois qui nous aide à concevoir le prochain bus qui sera plus adapté aux routes africaines et aux routes kenyanes. Comme vous le savez, nous avons des nids de poules énormes. La deuxième question porte sur l'assemblage, le montage au niveau local. Nous travaillons avec une usine au niveau local et l'objectif est d'avoir cela mis en place d'ici le 2e trimestre de l'année prochaine. Cela nous permettra de réduire les taxes et de rendre les véhicules plus abordables. En ce qui concerne les batteries, il faut bien sûr les charger. Au cours des prochains mois, nous allons passer à un bus pour une station de chargement, mais plus on va augmenter la flotte, plus on va avoir de bus pour une station de chargement. Ensuite, en ce qui concerne la réparation et la maintenance, on est en train de former des équipes qui vont permettre de réparer et assurer la maintenance de ces bus. Nous avons essayé d'être créatifs dans notre approche où nous avons créé un modèle où un bus où nous aurons une souscription différente pour la batterie qui compte à la fois le chargement et le maintien, qui sera de même ordre de coût que le diesel. Je vais vous parler des bus qui sont actuellement en circulation, le BYDK6, qui est plutôt un succès. Donc, c'est un bus de 7 mètres avec 25 sites qui couvre environ 250 km pour 4 heures de recharge pour être de 0 à plein. Nous avons également amélioré l'expérience des passagers avec des sièges en cuir, un Wi-Fi gratuit et des prises USB. Nous avons travaillé avec BYD, qui est un producteur de bus, et l'année prochaine, nous l'assemblerons ici au niveau local. Donc, qu'est-ce que nous offrons aux passagers et aux propriétaires du bus? On veut capitaliser sur la popularité du bus et le fait qu'on peut offrir un service et un véhicule de meilleure qualité. À l'heure actuelle, certains passagers attendent spécifiquement de prendre ces bus. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser une application pour réserver votre siège dans le bus et donc pré-réservé. Et cela réduit le temps d'attente. Pour quiconque qui a déjà visité Nairobi, vous verrez des files d'attente énormes aux arrêts de bus pour prendre le bus parce que les gens veulent prendre ces bus électriques, ils veulent vivre cette expérience. Et au-delà de ça, nous avons également lancé l'application Smart Bus qui
donne une visibilité des bus, de son parcours, de sa géolocalisation. Ils peuvent vérifier combien de kilowatts sont utilisés par kilomètre. Et donc, on a une transparence complète qui n'était pas possible avant. Et ça, c'est intéressant pour les propriétaires pour voir leur retour sur investissement qu'ils vont faire. En ce qui concerne le chargement, lorsque les transporteurs de SACO signent avec nous, on étudie quels sont leurs parcours. On ne veut pas modifier leur mode d'opération. Ils peuvent fonctionner de la même façon qu'ils ont toujours fonctionné. Ils peuvent partir à 5 heures du matin et rentrer à 11 heures le soir. Mais ensuite, entre 11 heures du soir et 5 heures du matin, on peut avoir un chargement pendant la nuit. Cependant, le chargement peut également se faire lorsque le bus est en cours de parcours. Et s'il y a des réparations importantes à faire, elles seront faites pendant la nuit, ainsi qu'un nettoyage profond du bus et une décontamination. On va peut-être parler de l'option payer au voyage. Aujourd'hui, le propriétaire du bus va aller dans une banque demander un prêt pour le bus. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande également pour financer le bus électrique. Une fois que ce prêt ou cet accord de banque a été obtenu pour payer le bus électrique, ils vont s'adresser à Basigo et Basigo va ensuite se tourner vers le prêt de batterie et de chargement. Donc, le propriétaire du bus n'aura pas à se préoccuper de cette question de batterie et de chargement. L'idée, c'est que le propriétaire du bus puisse prendre autant de passagers que possible, puisse avoir un retour sur investissement le plus important possible sans se préoccuper de la maintenance de sa batterie. Si quelque chose apparaît, s'il se passe quelque chose au niveau de la batterie, on fait jouer l'assurance. Donc, le propriétaire du bus n'a pas d'inquiétude par rapport à cette question-là ou des technologies qui peut-être n'ont pas une très longue durée de vie. Nous avons mis cela en œuvre à travers un projet pilote et nous en avons donc tiré des données concrètes, à savoir que un véhicule électrique apporte $750 par mois et les dépenses sont également les mêmes. Donc, on peut voir que on gagne 750 contre $140. Si on étudie cette courbe sur toute une année, en particulier après la durée initiale de prêt, quelqu'un qui investit dans un véhicule électrique aura beaucoup plus de revenus que quelqu'un qui a un véhicule diesel pour un même parcours. Nous sommes une entreprise, donc nous, comment est-ce que on fait des bénéfices? Comme vous le voyez ici, on est encore à moins 6% sur notre retour d'investissement. On n'est pas encore optimisé, on a besoin d'améliorer l'approvisionnement au niveau local et d'un soutien du gouvernement. Mais en augmentant notre production, notre service à plus large échelle, on peut voir que en changeant juste quelque chose, à savoir l'assemblage au niveau local, grâce à ce que l'on va gagner sur les taxes, on va pouvoir avoir une croissance de 1% l'année prochaine et jusqu'à
plus de 20% d'ici 5 ans. On va avoir une économie d'échelle avec l'assemblement au niveau local, l'assemblage au niveau local. On va également limiter les émissions carbone. Bien sûr, on n'a pas encore d'idée de la part que va prendre en charge le gouvernement par rapport aux taxes, mais on espère vraiment que cela nous permette une croissance considérable. Les 2 bus actuels sont opérés par 2 opérateurs différents. Le premier de Nairobi à l'aéroport et l'autre est une navette qui va du stade, qui fait le tour. Et donc, grâce à ces 2 bus, on a parcouru, vendredi dernier, on avait parcouru plus de 26 000 kilomètres et cela donc permet d'économiser l'émission de 16,6 tonnes de CO2 et la consommation de 600 litres de diesel. Le revenu par siège a été augmenté de 20%. Comme vous l'avez vu, les bus sont un petit peu plus petits, mais ce projet pilote est vraiment un succès. Les chauffeurs adorent cela. Ils trouvent que c'est très calme, très peu bruyant. Les gens ont le Wi-Fi, ils peuvent charger leur téléphone grâce aux prises USB. Ils ont vraiment apprécié cette expérience. Nous avons eu beaucoup de réservations et nous avons à peu près nous allons atteindre à peu près le 100. D'ici la fin d'année, nous voulons avoir 17 bus sur les routes et d'ici 2023, nous espérons en avoir plus de 100. C'est une opportunité pour les transports à Nairobi. Les écoles s'intéressent à notre projet, mais également les services publics. Maintenant, nous voulons passer à d'autres types de véhicules, les camions et les poids lourds qui devraient aussi être électrifiés. Au cours des 2 à 3 prochaines années, nous voulons étendre notre activité à l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. D'abord l'Afrique de l'Est, puis l'Afrique subsaharienne. Nous vous remercions de votre attention. Nous avons l'ambition d'être une entreprise qui remplace le diesel par l'électrique et qui donne à l'Afrique un nouveau système de transport propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moses, pour tous ces détails par rapport aux besoins. Vous avez parlé du design du bus. On ne peut pas avoir de bus fragile, parfait, qui nécessite beaucoup de maintenance et qui n'est pas adapté à des routes compliquées. Donc, que ce soit de l'assemblage à le déploiement à plus grande échelle, merci d'avoir abordé tous ces points. Je suis sûre que cette transition électrique va toucher tous les types de véhicules. Pardon, ma montre intervenue. C'est vraiment l'avenir des villes africaines et vont être clés pour l'avenir urbain des villes médium et plus grandes en Afrique. Donc, on va passer des bus à Nifemi Marcus Bello. He's a designer known for his community-led and ethnographic conscious design approach. And from what I read as well, inspired by certain road trips to different places. Connu pour son exploitation des matériaux et pour créer des produits et des expériences tout à fait uniques. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je sais que vous voyagez beaucoup parce que je sais qu'on vous demande partout dans le monde et merci de nous montrer ce qui se passe aujourd'hui. Et donc,
C'est très bien parce que vous pouvez partager notre écran et c'est un privilège pour moi et un honneur également. Et donc, c'est intéressant de voir toutes les présentations que j'ai vues aujourd'hui qui m'inspirent beaucoup. Et c'est intéressant, je vais vous montrer également ce sur quoi je travaille actuellement et des projets. Donc, voilà, en fait, le titre de cette présentation, c'est Africa, une utopie de concepteur. Et c'est un titre très important, significatif, parce que ça remonte à un projet de recherche que j'ai lancé le mois dernier. Et c'est des objets qui sont conçus anonymement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et pour moi, c'est très intéressant de voir ce qu'est la conception de l'Afrique aujourd'hui et comment ça peut influencer différents types de produits et de typologies dans les villes dans lesquelles nous vivons et comment ces produits sont intégrés dans nos vies quotidiennes et comment nous, en tant que habitants des communautés en Afrique, nous pouvons voir ces produits comme des outils extrêmement bien conçus et comment on peut les adopter dans nos vies. Un des produits que j'étudie actuellement et sur lequel je travaille également, c'est ce que vous voyez également qui est très présent aujourd'hui dans la ville de Lagos. C'est un kiosque portable et vous voyez, à Lagos, vous voyez des embouteillages et ils servent à vendre des bonbons, des sucreries dans la ville. Et parce que les gens passent en moyenne 1 heure, 2 heures pour aller rentrer de leur lieu de travail à leur maison, à leur domicile. Donc, c'est vrai que la plupart des gens interagissent avec ce genre de produits par les petits vendeurs des rues. Et pour les chercheurs, c'est quelque chose d'intéressant parce que on peut créer une sorte d'archive, des archives à partir de ça et montrer ces produits comme étant particulièrement innovants et on voit que la conception et que ces produits sont conçus par les communautés dans la ville de Lagos. Donc, je vais étudier d'autres produits et je vais parler de projets de kiosques, mais je vais aussi me servir de produits que j'ai conçus moi euh, et en 2 ans à peu près, en quelques années, et l'idée qui se trouve derrière ce genre de produits. Donc, comme ça a été mentionné par Rajek, je suis un genre de concepteur industriel. Un des problèmes que j'ai rencontré avec le client qui m'a demandé de faire ces kiosques, je suis dans l'industrie, donc je ne suis pas comme un architecte et je ne crée pas des problèmes. Mais le client a été très clair. Il voulait le kiosque lui-même qui soit un produit et agissent comme un produit et ils voulaient s'assurer que le kiosque il vivrait dans la communauté dans laquelle il interagissait, mais également inciter la communauté à créer le produit et faire le produit comme une espèce de source ouverte pour que nous puissions développer le projet après la première phase et la deuxième phase du projet. Donc, je vais présenter certains des produits que vous voyez sur mon écran et ça va vous donner une idée, je l'espère, du processus de conception qu'on adopte. Le premier produit à gauche, c'est une espèce de chaise qui a été fabriquée à Lagos, au Nigeria. Et il y a une énorme demande et on en a vendu environ 350 à l'heure actuelle.
en 1 an et demi. L'idée de cette chaise, c'était un processus sur pourquoi j'ai créé ce studio. En fait, je voulais une raison et ce qui s'est produit, c'est j'ai essayé de comprendre quelle technique de fabrication serait disponible dans Lagos. Et par cette recherche, et je suis tombée sur un fabricant autochtone qui faisait des générateurs pour des installations privées et industrielles. Et quand je suis rentrée dans son usine, et bon, ils n'étaient pas très chauds pour collaborer avec un concepteur, mais ce que je leur ai montré, c'est que j'allais utiliser les techniques de fabrication et leurs lignes de fabrication et d'assemblage. Et j'ai rendu visite, je suis allée voir tout ça et c'est comme ça que cette chaise est née. Et l'idée, c'était de créer un produit qui soit économiquement viable et qui allait montrer à quoi ressemblait ce qui était une fabrication typiquement africaine et la conception africaine. Et donc, je sais, la conception africaine, c'est contextuel aux humains, contextuel aux matériaux autour d'eux et également dans l'expérience elle-même. Donc, d'avoir ce genre de dialogue et ce genre d'approche nous a permis de jouer en fait avec les formes et les idées de créer d'autres produits comme la lampe que vous voyez au milieu. Et je crois que notre dernier projet dans lequel on essaie de rentrer maintenant et sur lequel on travaille beaucoup, c'est un endroit où on peut se laver les mains facilement, qui est prévu pour la communauté. Et ça, évidemment, c'est venu avec la COVID. L'idée est venue avec la COVID parce que je vivais à l'époque, je vivais au Rwanda et je travaillais sur des produits de conception de masse et évidemment ça a été raccourci et ça n'est devenu rien n'est sorti de ça et je suis revenue à Lagos et j'ai eu beaucoup de coups de fil des artistes avec lesquels je travaillais et je travaille avec eux depuis que j'ai 13 ans en tant qu'apprenti. Et en tant qu'apprenti soudeur et menuisier. Et une des discussions qu'on a eues, c'est il y avait pas de travail et il n'y avait pas d'engagement avec eux pendant la COVID. Donc, on a essayé de trouver quelque chose à faire pendant ce temps-là et donc des produits qu'on pouvait créer. Et bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de lavabo dans Lagos. Donc l'idée, c'était de créer un lavabo compact, modulaire, qui pouvait se changer dans des endroits et qui pouvait se faire par des artisans du village dans Lagos. Donc, je vous présente ces produits juste pour vous donner une idée de l'approche qu'on a eue pour les projets. Et maintenant, je vais vous montrer le kiosque lui-même. Donc, en fait, ce qu'il y avait, c'était quelque chose qui est basé à Lagos et qui est né au Royaume-Uni par un Nigérian du nom de Johnny. Et donc, WOF est devenu aujourd'hui plus que juste un produit, c'est une communauté. Et, et, et en fait, on s'engage avec la marque pour créer beaucoup de choses. Donc, ça, c'est ils se sont rapprochés de moi parce ils ont changé leur identité. Et le processus de pensée, c'était qu'est-ce que ça voulait dire d'être un vendeur africain, en particulier qui vendait des vêtements
skateboard, etc. Et ce qu'ils nous ont mentionné, c'est qu'ils avaient beaucoup d'autres engagements en dehors du magasin et ils voulaient savoir comment faire entrer la communauté et agir avec la communauté par le biais du produit. Après de nombreuses discussions et décisions, nous avons compris que ce serait plus intéressant de s'engager avec la communauté par la vente. Et ça a été la naissance du kiosque, en fait. Et comme je l'ai mentionné, c'est une marque remarquable qui vient de Lagos et ils font beaucoup un travail remarquable et ils ont créé une communauté de skateboard et je crois que Lagos est très fier de cela. Donc, l'inspiration pour ces kiosques est venue après une visite au Bénin et à Porto Novo. Et en revenant de Porto Novo, j'ai compris, j'ai vu en fait tous ces espèces d'écrans devant les fenêtres. Et j'ai remarqué que partout où on arrivait, partout au croisement, il y avait beaucoup d'artisans qui faisaient ces rideaux en fait avec du bambou. Et j'ai trouvé ça très intéressant que parce que ça engageait la communauté par le biais des artisans d'un croisement et ceux qui vendaient des bonbons et des sucreries dans les kiosques qui achetaient ces rideaux auprès de l'artisan. J'aime bien la simplicité de tout cela et je trouvais ça assez intéressant parce que c'était intéressant d'avoir ça chez moi et je voulais les laisser dans mon studio. Je les ai achetés, j'en ai acheté quelques-uns, je les ai rapportés à Lagos avec ce que j'ai trouvé qui pouvait parler beaucoup dans la communauté, les habitants de la communauté avec lesquels j'ai travaillé. C'était ce dont nous avons parlé, ils ont dit qu'ils étaient impressionnés de tout ce qu'on trouvait dans les communautés et ce qui est intéressant de mon point de vue, du point de vue d'architecture, c'est la façon dont ils mettaient ce genre de choses là où les jeunes créaient des magasins, s'installaient, vendaient des vêtements et ils utilisaient des espèces d'échasses de bois qui étaient faites avec du bois recyclé en général pour construire en fait des plateformes très, très élevées. Et ça c'était intéressant dans certains quartiers et comme Yaba, etc. Et c'était en fait une identité, une architecture visuelle pour montrer comment ils occupaient Lagos et comment ils s'installaient en fait pour faire ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on parle des studios, c'est de voir, nous avons essayé de faire des produits à 50 km du lieu où on était installé et c'était une espèce de projet spécifique à l'endroit et on voulait créer des produits de sport par exemple et on voulait garder une certaine distance avec l'endroit où serait situé le site. Donc comme je l'ai mentionné, un espace, il y avait un nouvel espace à l'Équille l'an dernier et c'est là qu'il y a plusieurs choses pour essayer d'améliorer la conception et une des choses qu'on a faites c'était de comprendre
ce qui était recherché, quel type de matériaux ils voulaient agir avec, ils voulaient utiliser. Et après avoir discuté avec eux, on a remarqué qu'ils essayaient de se servir de matériaux naturels autant que possible et des palettes très propres et distinctes. Une des choses que j'ai mentionné également, j'ai mentionné pour eux, c'était l'implication de la communauté parce que ce serait intéressant de s'assurer que, quels que soient les entrepreneurs, que ce soit des artisans ou que ce soit des contractants, peu importe, il fallait qu'ils puissent être impliqués dans ce qu'on fabrique, quelle que soit la chose qu'on fabrique. Et il fallait s'assurer que peu importe la conception, il fallait que on pouvait toujours se développer dans le processus. Et évidemment, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, l'idée de créer un produit ou un final, ça deviendrait quelque chose d'intéressant qu'on pouvait développer par la suite. Donc, le produit final, c'était essentiellement quelque chose qui était intéressant dans sa forme, qu'on pouvait modeler dans une expérience et modifier. Et l'idée pour cela, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut créer un kiosque qui soit facilement transportable, qui est produit facilement et qui pouvait également facilement être expérimenté. Parce qu'avec beaucoup d'espace où on pouvait vendre, il comprenait très vite que... Est-ce que vous m'entendez? Yes, perfectly. Thank you. Oui, très bien. Donc, We can hear you. on vous entend. Donc, je suis de retour. Je crois que je vous ai perdu pendant une seconde. Ok, aucun problème. Donc, l'idée de ce kiosque, c'était de créer quelque chose qui puisse être modulable dans l'expérience et la forme et créer quelque chose qui était léger et facile à transporter. Avec le matériel que nous avons choisi, le matériau que nous avons choisi, inspiré par ces rideaux de bambou que j'avais trouvés au Bénin. Et l'idée, c'était d'adapter cela et d'avoir un dialogue et des conversations avec les personnes concernées à la cause. Ça, c'était un peu difficile de communiquer avec les gens qui faisaient du tissage au Bénin, mais on a trouvé des gens qui tissaient tout cela, qui venaient d'Accra. Ils avaient des techniques similaires. Et par Zoom et avec différents partenaires au Bénin, et on a pu les réunir, on a pu réunir toutes ces personnes qui faisaient du tissage et on a eu un dialogue tout en développant le produit. Donc, en soi, l'idée du projet s'est faite très vite, en fait, c'est concrétisé très vite et comme je l'ai mentionné, la modularité dans les deux expériences et dans les formes, c'était il fallait que ce soit facile à être développé dans le studio et par l'engagement, les expériences avec leurs clients, on pouvait identifier exactement ce que le client voulait expérimenter dans son espace et ça leur permettait de créer de nouveaux produits qui rentreraient dans cet espace. Donc, ça, c'est l'assemblage des kiosques, du kiosque lui-même.
et l'assemblage principal. Et comme je l'ai mentionné également, c'est très léger et ça rentre en fait dans les petits camions ou les petits camions qui sont disponibles à Lagos. Donc, on peut le bouger d'un endroit à l'autre très facilement. Donc, à gauche, vous voyez la personne qui va s'en servir de WOF et à droite, c'est le personnel de sécurité. Donc, on va installer ça dans une communauté sur la droite. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'étais extrêmement rapide, mais il faut que je prenne un avion dans 1 heure à peu près. Donc, j'ai essayé de me tenir à quelque chose d'aussi bref que possible. Merci beaucoup, Nifemi, et de nous expliquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment vous avez réussi à réussir ça et les problèmes que vous avez eus avec le kiosque. Moi, je trouve que les photos sont très bien, et en particulier là où vous avez les personnes qui transportent cette structure à Cape Town. C'est intéressant parce qu'au Cap, on voit comment les gens enlèvent quelque chose, le déplacent et le reconstruisent ailleurs. Donc, une structure légère, ça fait toute la différence. Il nous reste environ 20 minutes pour des questions et on les a toutes notées. Et pour ceux qui ne nous ont pas vus, Moses, vous avez des questions dans le chat. Antonia, on va commencer avec vous. Et voilà une question pour commencer. Donc, voilà ce qui a été fait. Donc, ça a été fait par une société qui s'occupe du recyclage. Et ça, c'est quelque chose qui a été une société qui produit différentes autres choses dans Tetra Pak, donc des jouets en utilisant Tetra Pak. Donc, les fabricants sont impliqués. Il y a aussi une question de Blake Robinson. C'était une présentation très intéressante et il voudrait savoir l'achat de la nourriture. Est-ce que ça a été tenté à cette même échelle dans un appartement par la suite? Je crois que ça a été fait dans un bâtiment d'appartement et je crois qu'il y a des femmes, il y a des sacs, et c'est ce qui se passe en Afrique, de toute façon, où les gens achètent. Mais je ne crois pas encore vraiment dans ce genre de situation. Et je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez mettre vos questions ou lever la main. Et si vous souhaitez poser la question, et donc, on va voir donc après. J'ai une question pour Nifemi. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a je crois qu'il y a pas de situation de marché qui aussi. Qu'est-ce qui vous a posé des problèmes avec ce genre de kiosque? Quelque chose qui vous a fait réfléchir en termes d'objectifs du kiosque? Quel a été le plus grand défi? Je crois que le plus grand défi, c'était ce que le client mentionnait tout le temps, c'était les expériences de vente en Afrique et ce que ça signifiait pour nous, Africains, comment est-ce qu'on peut consommer les produits. Et je crois qu'une chose qui nous a posé des problèmes, c'est le fait que les matériaux locaux sont perçus comme quelque chose de bon marché et que ça va affecter la marque en elle-même. Et donc, une des choses que la marque essaie de faire, c'est ils essaient de trouver une façon d'éduquer et de faire passer ce processus de conception. Et
ils demandent au studio d'avoir des sessions ou des ateliers qui expliquent les matériaux locaux et auprès des différents skateboards pour leur apprendre que nos matériaux peuvent être très bien et même supérieurs si on les utilise correctement. Merci, Nifemi. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments et il y a des aspects très intéressants en tant que concepteur qui rentrent en jeu. Karl, pour vous, quel était l'aspect le plus surprenant pour vous et votre équipe? C'était en fait les ombres parce que on n'a pas fait on n'avait pas prévu ça, mais quand quand on a installé tout ça sur le toit, de voir les ombres, c'était vraiment surprenant et donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais c'était vraiment remarquable. C'était les ombres et également le skateboarding, leur enthousiasme et la nécessité d'avoir plein de choses de ce chose. C'était les deux choses qui nous ont surprises. Est-ce que vous pensez que les gens ont perçu les choses différemment aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans? Est-ce que les gens ont des intérêts différents? Oui, oui, je crois que c'est très intéressant de parler aux gens quand on est dans une communauté et en particulier quand on installe des installations sportives. En fait, il faut parler à la communauté parce qu'on pense que quand on pense à Soweto, on ne pense pas à ça du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très créatifs et je crois que les gens ne savent pas tout cela sur Soweto. Je crois que c'est vrai dans différents pays parce que très souvent, on se tient à une histoire parce que c'est un peu plus simple que de s'ouvrir les yeux. Moses, il y a une question pour vous. Euh, Est-ce que vous pouviez revenir en arrière? Est-ce que vous pourriez pas recycler en fait vos bus plutôt que de les construire à neuf du point de vue du coût? Et c'est juste une question comme ça. Et en termes d'amélioration, est-ce qu'il y a un moment où le revenu peut revenir? Est-ce que vous pourriez installer l'électricité dans un autre bus? Et donc, ouais, on peut en fait, on peut le faire, mais en fait, c'est un défi spécifique une fois qu'on réaménage un bus. Est-ce que ce véhicule est toujours est-ce qu'on transforme une Toyota électrique? Est-ce qu'on rentre toujours dans le cadre de la loi, etc. Donc ça peut être plus compliqué, et en particulier pour les transports de passagers. Oui, on peut le faire, mais c'est très compliqué parce que il faut évidemment, on est ouvert à travailler avec d'autres choses pour faire venir la technologie, mais quand on arrive au deuxième point concernant le coût, quand est-ce qu'on essaie de s'y retrouver? Et comme je l'ai dit dans ma présentation, juste en faisant un assemblage sur place, là, on va s'y retrouver financièrement parce que si on calcule les taxes sur les véhicules, on a les différentes étapes et les différentes parties. Donc, on a des taxes sur le transport, on a les taxes de douane, etc., etc. Et la TVA sur tout ça. Si on réduit tout ça, on arrive à s'y retrouver. Mais pour la personne qui exploite, pour l'exploitant, si on compare ce genre de choses, donc les bus électriques, avec les bus électriques, on a déjà des revenus de 25% supérieurs. Et donc, c'est beaucoup plus populaire qu'avec le diesel. Thanks, Moses. Antonia, tell us a bit Yeah. more about your timelines. Donc,
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des délais? Comment est-ce que vous parlez à vos marchés? Est-ce que vous avez un objectif dans le temps, dans les années à venir? On Donc, a deux nous sites. avons deux sites À Nairobi. On juste voudrait à l'extérieur de Nairobi. pouvoir montrer quelque chose en août. Et Nous avons déjà réuni des expressions d'intérêt. Ensuite, la durée de construction est 18 mois. Donc, les deux sites vont entamer la construction à peu près en même temps. Oui, à peu près en même temps. Une autre chose intéressante, c'est à travers les hypothèques, mais on a également pris en compte le fait que les jeunes ne veulent pas forcément acheter, mais sont contents de louer leur logement. Donc, ce serait intéressant d'avoir un système où les gens payent un dividende chaque mois. Ça, c'est aussi un projet assez intéressant. Il y avait également des questions, Antonia, par rapport au marché en Afrique. On se demande souvent si la rentabilité, ça veut dire qu'un logement est accessible par rapport au lieu dans lequel il se trouve ou au fait que les gens peuvent acheter par rapport aux prêts que les banques peuvent accorder ou il y a d'autres définitions par rapport au revenu moyen, par exemple. Comment est-ce que vous définissez la rentabilité tout en vous assurant que les gens puissent payer? On a parlé de rentabilité par rapport au prix des bâtiments. Donc, on a réussi à maintenir ces prix très bas. Et puis, certaines hypothèques peuvent être de 30 à 60 shillings. Les gens gagnent environ 1000 shillings. Je pense qu'un logement accessible, ce n'est pas forcément un logement de luxe. C'est l'idée qu'on a en tête. Il y a aussi d'autres biais, d'autres préjugés qui freinent cette idée de rentabilité. Pour moi, la rentabilité, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un logement correct, un bon logement. Donc, nos prix sont accessibles. Nous sommes assez compétitifs sur le marché. Oui, on est assez accessible et je suis fière que nous ayons réussi à proposer cela. Pour revenir sur vous, Karl, ce projet a permis d'orienter d'autres projets. Est-ce qu'il y a des leçons que l'on peut directement appliquer dans d'autres secteurs ou est-ce que c'est un projet très unique, très spécifique? Oui, ce dont je voulais parler et ce qu'il faut en tirer, c'est par rapport au bâtiment, c'est la sécurité. En Afrique, on nous a regardé avec de grands yeux parce qu'il s'agit d'un stade. Il y a énormément de caméras de sécurité, mais c'était la même chose dans l'enceinte précédente. Si on met en place un projet c'est quelque chose dont je suis fière, qui plaît à la communauté va en prendre soin. On était donc fiers de pouvoir ouvrir l'enceinte plutôt que de devoir mettre des barrières immenses. Le site a été ouvert pendant 6 mois. Il n'y a eu qu'un accident où quelqu'un a sauté par-dessus un mur, mais je suis assez certain que la communauté va prendre soin de ce bâtiment. Je crois que c'est l'une des choses. Il faut faire confiance à la communauté. Il faut avoir confiance en ce que l'on fait et si l'on fait quelque chose de bien, les gens vont y faire attention.
il y a également la manière dont les gens se déplacent à travers les villes. Et vous avez dit, Moses, que le diesel étouffe les villes. Quoi d'autre dans les villes doit être transformé pour parvenir à des transports plus durables? On part souvent du principe que on peut avoir des bus électriques ou des petits minibus, que tout cela doit fonctionner correctement. Qu'est-ce que les gouvernements des villes peuvent faire pour améliorer la viabilité des transports? Qu'est-ce qui manque d'après vous dans les villes? Eh bien, en ce qui concerne la situation kenyane, les routes sont conçues, la manière dont elles sont conçues, cela rend très difficile la possibilité d'électrifier les transports publics en termes d'infrastructure parce que le réseau est entre les mains du secteur privé. Cela est un vrai défi. Mais aussi avoir accès à une électricité fiable, parce que s'il n'y a pas d'électricité, les bus ne peuvent pas fonctionner. Ça, c'était vraiment aussi un défi considérable. Parfois, et c'était un peu ce à quoi vous avez fait allusion dans votre question, parfois on doit jongler entre les chauffeurs et partager par exemple, stations de chargement. C'était aussi un défi parfois faire la connexion entre deux bus parce que le voltage, par exemple, peut être différent. Donc, il faut aussi changer les mentalités. Parfois, lorsque les gens pensent à la mobilité électrique, ils pensent juste qu'on va pouvoir se brancher sur une prise chez soi et charger son véhicule. Non, c'est un petit peu plus complexe que cela. Et pour que ça fonctionne, il faut que toutes ces installations soient partagées. On ne peut pas avoir une situation individuelle. Si on veut que la mobilité fonctionne, il faut partager la mobilité et les stations de chargement. Merci beaucoup à tous. Vous êtes incroyables en tant qu'être humain, en tant que designer, en tant qu'urbaniste. Nous avons un peu eu une réflexion sur les villes. Karl, Antonia, Néphémie, Moses, les quatre d'entre vous avaient formé une équipe et nous aimerions entendre parler de vos projets, mais également vos nouveaux projets sur le logement, la mobilité en Afrique et dans le contexte africain. Merci à tous ceux qui ont participé à cette session. S'il vous plaît, si vous avez le temps, remplissez notre questionnaire. Un point très bref sur la session de demain. Ce sera plus un style d'interview, des entretiens avec un directeur de recherche et de formation en Sierra Leone. Nous allons parler de la possibilité d'avoir plus de services, donc changer la manière dont le gouvernement met cela en place. Nous allons parler également de la ville de Cape Town. In Durban in South Africa. The director of Kailicha Cycles will share the role of mobility startups in South Africa. On va parler donc de mobilité en Afrique de l'Est également. La possibilité de faire du vélo et de se déplacer en vélo. Nous allons également avoir un architecte ougandais qui va nous parler des projets de mobilité et la manière dont cela impacte l'espace public, ainsi que Livingstone Mukasa qui a fait un discours principal aujourd'hui et qui va nous parler de sa publication récente sur le design et va être notre provocateur dans la conversation de demain. Merci à tous. Notre débrief journalier est à 18h aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de discuter directement avec les quatre intervenants principaux. Donc, prenez un verre avec vous et venez participer à cette discussion. Demain, on reprend à 10h.
du matin. Merci Emma de nous avoir rejoints. Nous allons partager les liens de tous les membres du panel en ligne. N'hésitez pas à les contacter, à soutenir leurs travaux, en particulier ceux qu'ils sont en train de lancer et de reproduire à plus grande échelle. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Je vous promets, on vous répondra, même si ça prend un peu de temps. Toute question que vous souhaitez poser ou que vous souhaitez transférer aux intervenants. Merci à tous et bonne soirée. Thank you. Bye.